je propose d'aller sur la question du comportement alimentaire. Et ça va nous amener à réfléchir à ce qu'est la norme. Nous allons ici ensuite parler du jeune enfant et de l'adolescent, parce que la question de l'enjeu psychologique est plutôt là qu'il se situe, dans la mesure où quand un trouble du comportement se déclenche, ne perdons pas de vue que c'est un comportement adaptatif. Alors c'est un comportement d'adaptation inadapté, puisqu'il produit du problème plus que de la solution, mais c'est un élément de compréhension du fonctionnement de la personne et de sa souffrance. Mais donc, quelle serait la normalité? Quand on y réfléchit bien, c'est quoi une relation à la nourriture normale? Et je m'appuie pour ce faire sur une définition qui a été donnée par le docteur Gérard Apfeldopfer, qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est la recherche sur la question de l'alimentation, l'anorexie, la boulimie, l'obésité. Il participe très régulièrement, il offre sa compétence dans les groupes gros sur la question de l'obésité. Mais donc, manger normalement, nous dit-il, c'est finalement faire des repas réguliers, c'est ne pas se priver et c'est aussi ne pas se sentir en proie à des impulsions alimentaires irrésistibles. Ça, c'est ce qu'il définit comme étant la norme. Je trouve qu'elle est assez juste, hein, cette définition, sinon je ne vous la partagerai pas. Alors, le jeune enfant, par jeune enfant, j'entends le nourrisson, le très jeune enfant, donc tout ce qui sera en dessous de 5 ans. Chez lui, on retrouve les coliques idiopathiques. Alors ça, c'est un débat. On entend beaucoup de discussions avec des personnes qui veulent à tout prix, enfin des spécialistes qui veulent à tout prix y mettre une donne purement somatique, alors que l'on comprend quand même pas mal de choses aujourd'hui sur le fait d'un impact davantage relationnel. Hein. Et le trouble alimentaire, le plus souvent, c'est quand même aussi une question de relation. Comment l'identifier? Bien dans les coliques idiopathiques, pour ceux qui ont eu des enfants et qui ont peut-être vécu ces moments difficiles où l'enfant crie, où on le voit stressé, perturbé juste après un repas, il pleure, il gesticule, il est vraiment pas bien. On voit le visage, d'ailleurs l'image que j'ai utilisée pour l'illustration pourrait très bien être un enfant pris de coliques idiopathique. Et c'est vrai que la cause identifiée le plus souvent, c'est le sentiment d'insécurité. Et pourquoi on détermine ça comme étant la cause? Parce que dès qu'on apporte de la réassurance, dès qu'on parle, qu'on a une posture de nature à apaiser l'enfant, à lui ramener des éléments qui lui disent tu es en sécurité, la difficulté s'estompe, les cris s'apaisent, se diminuent, et donc l'enfant retrouve une certaine posture d'apaisement. On parle de massage aussi. Alors, est-ce que c'est l'effet purement du massage sur le bas du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre? J'ai jamais très bien compris la chose, parce que je pense que je n'y mettais pas non plus l'intérêt nécessaire à comprendre dans quel sens il fallait tourner. Parce qu'en fonction du sens dans lequel on tourne, on laisse penser que le massage va faciliter la digestion. Or, de mon côté, j'ai toujours pensé que c'était davantage une question de contact, et le toucher est quelque chose d'ultra important. Le toucher amène une libération d'ocytocine, qui est une hormone qui apaise, et donc c'est important ce toucher. Et je pense que le massage apporte surtout cette qualité de contact peau à peau, qui est salutaire. Chez l'enfant, on retrouve aussi, mais on le retrouvera chez l'adulte aussi, hein, mais ça se remarquera davantage chez l'enfant, le méricisme, qui est une façon de garder la nourriture. Donc, c'est de la mastication, c'est vraiment faire comme les vaches. Ça mastique, et comme l'humain n'a finalement qu'un seul estomac, plutôt que de le faire passer dans les 3 estomacs qu'on pourrait faire passer pour une vache ou 4, je ne sais plus combien ils en ont, la nourriture va être bloquée à un moment dans la joue, elle va être maintenue. On observe à ce moment-là des enfants perdus, un regard vague dans le lointain, dans le vide. Et donc, on observe ça visiblement davantage chez les garçons que chez les filles. Parfois, ça entraîne un retard staturopondéral. L'enfant manque de tonicité, il est peut-être plus lent. Les causes sont pas forcément déterminées. Je continue à penser qu'on reste sur la question de la relation. Ça s'observe chez les enfants plutôt autour de 3 mois, 1 an. Et la réponse, elle revient dans la question du lien, si on regarde bien, c'est de materner. Donc en fait, quand on est, en tant que professionnel, quand on est contacté par une famille dans laquelle éventuellement un enfant a ce type de comportement alimentaire, c'est important d'aider le parent, de le rassurer quant à sa compétence à lui, à pouvoir rassurer l'enfant. Et c'est de faire de la pédagogie et de donner des éléments qui vont permettre à ses parents ou à ces adultes qui ont la charge de l'enfant de trouver les mots, les gestes qui vont pouvoir apaiser. Beaucoup de caresses, beaucoup d'affection, surtout du regard, parce que le regard
et fuyant chez l'enfant qui pratique le méricisme. Et on va encore aborder aussi le pica. Le pica, qu'on retrouve chez les adultes aussi, hein, dans le secteur de la psychiatrie, c'est le fait d'ingérer tout et n'importe quoi, en quelque sorte, mais en tout cas sans dégoût. De la terre, des billes. Chez des personnes adultes, on observe parfois des choses très impressionnantes, des trombones, des clous, enfin des choses assez intéressantes sur le fait que la question, c'est mais comment ils font pour avaler? Parce que ce sont des choses qui peuvent en plus blesser. Alors, c'est difficile à distinguer le trouble pica d'un comportement presque normal chez un enfant en bas âge, parce que l'enfant porte tout à sa bouche, et pas forcément avec dégoût. Donc, il y a le côté porter tout à sa bouche parce que c'est l'âge qui fait qu'on porte tout à sa bouche. Et puis, parallèlement, il y a le même comportement qui sera davantage observé dans un moment où l'enfant est angoissé, où il est dans un sentiment d'insécurité, parce que c'est ce mouvement-là, alors, d'ingérer des éléments étrangers qui vont produire une réassurance pour lui. C'est un comportement adaptatif, souvenez-vous, le trouble alimentaire, comportement adaptatif. Alors, évidemment, on a réfléchi les causes, métaboliques surtout, en disant que ça manque de fer, de zinc, un enfant qui consomme comme ça, parfois un retard développemental ou mental. Certes, mais alors, est-ce qu'on est sur le trouble alimentaire ou simplement un enfant qui ne comprend pas les codes dont on a parlé tout à l'heure? C'est très particulier, hein, ces troubles-là chez l'enfant. Parfois, on est sur le terrain aussi d'un trouble psychiatrique. L'âge, c'est davantage, ça va être étrange si ça apparaît au-delà d'1 an, parce que l'enfant, tout doucement, commence à abandonner des comportements de réflexe où on met tout à la bouche. Donc, c'est davantage à partir de ce moment-là qu'on va commencer à s'intéresser au questionnement de est-ce qu'on n'est pas sur un pica. La réponse, toujours la même, présence bienveillante, d'essayer d'être dans la parole, dans le regard, dans le geste, dans la présence finalement douce, rassurante pour l'enfant. Parfois, on met en place du TCC parce qu'on estime que le pica est un comportement appris. Ça laisserait penser qu'on n'a pas interdit à l'enfant de produire ces comportements-là. C'est un sujet vaste et qui fait débat en général entre les professionnels. Et puis la sacro-sainte anorexie. Je dis sacro-sainte parce que c'est un trouble auquel on s'intéresse toujours beaucoup parce qu'il est impressionnant, beaucoup plus qu'à la boulimie encore ou qu'à d'autres troubles réputés mineurs. D'ailleurs, on leur met l'étiquette mineure. L'anorexie précoce, j'ai eu une fois, en 25 ans de pratique professionnelle, une maman qui est arrivée avec son bébé de 9 mois, sur lequel les équipes pédiatriques avaient placé le diagnostic de l'anorexie précoce. Je suis en difficulté avec ce genre de diagnostic et par principe, hein, même si je parle aisément des troubles du comportement alimentaire, j'essaye simplement de me dire que c'est une souffrance, point, comportement adaptatif, point, et on fait quoi? Mais puisqu'il faut parfois mettre des étiquettes juste pour qu'entre professionnels on se comprenne, l'étiquette d'anorexie précoce chez le mineur d'âge ou chez les tout petits comme ça, le nourrisson en tout cas, me pose souci. Pourquoi? Parce que dans l'anorexie, chez l'ado, chez la personne adulte, on observe une volonté de ne pas prendre de poids, de chercher à perdre du poids. Donc il y a quelque chose de très conscient, même quand on est sur le volet mental. Je veux dire, dès qu'on y travaille un peu, on se rend compte qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir de perdre du poids, de ne pas exister, de devenir transparent, d'être invisible, etc. Chez le nourrisson, la question c'est est-ce qu'il en est là? Par contre, dans l'expérience, l'unique expérience que j'ai pu avoir, mais le partage que j'ai pu vivre aussi par l'expérience d'autres professionnels, on revient quand même encore et toujours sur la question du lien. Mais donc, on va poser le diagnostic d'anorexie précoce quand on est sur la présence d'un nourrisson, d'un tout petit, qui va refuser de s'alimenter, qui va refuser de boire, qui va régurgiter systématiquement. Donc on n'est plus seulement sur la régurgitation ou du reflux gastrique, d'acidité gastrique, c'est simplement du vomissement. Hein. L'âge, ça peut commencer à partir de quelques semaines. Je vous dis, moi j'ai accompagné pendant 9 mois une famille où la petite fille souffrait de ce trouble et diagnostiqué en tout cas comme tel à 9 mois. Donc on a beaucoup travaillé le lien. Alors mère-enfant, parce que dans un premier temps c'est la maman qui est venue avec le bébé et assez souvent,
grâce à Freud et d'autres psychanalystes qui ont fait de très bonnes choses, mais qui ont aussi osé dire de grosses bêtises, on incrimine, et je mets bien le mot incriminer, on incrimine les mères. Mais j'ai toujours pour habitude de dire que si les mères font tellement de bêtises, c'est peut-être aussi parce que le père ne prend pas sa place, ou en tout cas n'intervient pas pour aider la maman à ne pas faire de bêtises ou à limiter les dégâts. Donc, dans cette situation que j'ai accompagnée personnellement, le père était très très peu présent, très occupé, indépendant, partir tôt, rentrer tard les week-ends, parce qu'il avait un métier qui tournait autour de l'événementiel, donc le samedi, le dimanche, l'été, très 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 occupé, et le travail a consisté à ramener du père dans cette relation, de ramener un peu de triangle. C'était le premier enfant, hein. Entre-temps, la dame a eu un second bébé qui a fonctionné tout à fait normalement au niveau de la nourriture, et on a ramené le père. Et c'est vrai que plus le père prenait de la place dans le travail et plus on réussissait à l'amener à être présent dans le giron familial, plus la progression a pu être observée. D'abord, ça a été d'accepter de boire un peu d'eau, et puis un beau jour, ça a été une cuillère d'un yaourt, et puis un yaourt complet, le jour de son anniversaire, de ses 1 an notamment. Donc voilà, c'est quelque part toujours cette question du lien, de l'approche corporelle, de la présence physique, émotionnelle aussi, c'est important.